Salut tout le monde! Très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est l'introduction à une nouvelle émission. C'est une émission que j'ai appelée Lisière parce que ça va traiter de sujets qui sont à la lisière entre le fantastique et le réel. Donc on va traiter de tous ces univers, de tous ces lores, de un peu toutes ces histoires qui sont à la limite entre le réel et le fictif. Elle a un but un peu plus informatif, un peu plus éducatif que les lives habituels pendant lesquels on regarde des émissions. Là, le but, c'est plutôt d'apprendre quelque chose, d'approfondir un sujet. Ce sera souvent un sujet un peu plus général que simplement un truc ponctuel. Là, on ira traiter plutôt d'une discipline à part entière ou de plusieurs disciplines en même temps ou d'un thème un peu plus vaste. Pour aujourd'hui, ce sera la cryptozoologie puisque c'était le thème de la semaine. On va un peu s'étendre sur ce sujet, on va un petit peu gratter la surface, on va un peu aller voir ce qui se passe en dessous, on va un peu essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça marche, qui ça intéresse, pourquoi ça intéresse, et puis quel intérêt ça peut avoir aussi pour le grand public. Voilà, donc l'idée c'est d'aller un peu dans les grandes lignes, comprendre un sujet à chaque itération de cette nouvelle émission. Le Yeti, le monstre du Loch Ness, le Chupacabra, le Bigfoot, le Mothman, etc. Il y en a plein. Qui nous fascinent en fait, ces animaux légendaires, qui stimulent en tout cas notre imagination, parce qu'il s'agit d'une science non officielle. Donc on va aller regarder quelques définitions de la cryptozoologie. Donc la première, c'est celle de Wikipédia, donc je vais vous lire un peu. Du grec ancien cryptos, qui signifie caché, zoion, animal, et logos, étude, soit étude des animaux cachés, désigne la recherche des animaux dont l'existence ne peut pas être prouvée de manière irréfutable. Ces formes animales sont appelées cryptides. Ce domaine est majoritairement considéré comme une pseudoscience par la communauté scientifique, ces pratiquants liant inégalement leurs recherches à la méthode scientifique ou à des théories réfutées par la science. Ouais, voilà. Donc en fait, j'ai eu du mal à comprendre le terme, mais voilà. Cryptide, il faut retenir, c'est un terme qu'on va réutiliser, et puis ça désigne en fait tous les animaux qui sont l'objet de la cryptozoologie, le Yeti, le monstre du Loch Ness, le Chupacabra et compagnie. Et puis il faut retenir que majoritairement les scientifiques considèrent la cryptozoologie comme une pseudoscience. Les cryptozoologues lient inégalement, et non pas illégalement, leurs recherches soit à la méthode scientifique, soit à des théories réfutées par la science. Donc en gros, le gros problème avec la cryptozoologie, c'est que d'une manière inégale, selon les chercheurs et selon probablement les méthodes, il y a des liens avec la méthode scientifique classique, qui est reconnue par la science, et il y a des liens aussi avec des théories qui sont plus qui tiennent plus de la foutaise. C'est pour ça que c'est considéré majoritairement comme une pseudoscience. Mais on voit qu'il y a déjà un petit flou à ce niveau-là. Il y a un flou. Il n'y a pas un automatisme de ce rejet de la cryptozoologie. Bon, c'est ça que je trouve intéressant avec ça. Le terme a été inventé par le biologiste écossais Ivan T. Sanderson et que Bernard Revelmans, docteur en sciences d'origine belge, l'a décrit comme l'étude scientifique des animaux cachés, soit des formes animales encore inconnues pour lesquelles sont seulement disponibles des preuves testimoniales ou circonstancielles, ou des preuves matérielles considérées comme insuffisantes par d'aucuns. Lorsque la recherche porte sur des animaux anthropomorphes cachés tels que le Yeti, on parle plus spécifiquement de crypto-anthropologie. Ivan Sanderson et Bernard Revelmans, mais on en reparlera un peu plus tard parce que c'est vraiment les mecs à l'origine de la cryptozoologie en tant que telle. Et du coup, la définition de Revelmans, c'est que en fait, la cryptozoologie étudie les animaux cachés, mais en ajoutant cette notion que ils sont cachés, mais on n'a que des preuves qui sont soit circonstancielles, donc qui dépendent des circonstances, soit qui sont matérielles, mais qui sont insuffisantes pour la communauté scientifique. En gros, ils s'intéressent à tous les animaux que la science ne reconnaît pas. Voilà. Ce que je dis, c'est des interprétations personnelles de trucs que je pense avoir compris. S'il y a quelqu'un qui a mieux compris que moi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Franchement, moi, je serais ravi. Ce domaine décrit ce domaine comme n'étant pas l'étude du paranormal et qu'elle fait même partie de la science qui a conduit à la confirmation de l'existence d'animaux réels comme l'okapi et le gorille des plaines, autrefois perçus comme des êtres fantaisistes. C'est la science de la non-science, exactement. Donc, il n'existe aucune
formation universitaire. Désolé à tous les cryptozoologistes en herbe. Ni aucun institut scientifique officiel de cryptozoologie. Donc tout ce qu'on a vu sur le Yeti, tout ce qu'on a vu sur le Loch Ness, c'est pas forcément bidon, mais en tout cas, ça n'a rien d'officiel. Il n'y a aucun cursus officiel pour devenir cryptozoologue. Désolé. Vu l'expédition sous-marine qui a découvert une centaine de nouvelles espèces d'un... Non? C'est nouveau ça? Ou bien c'est un truc que je devrais savoir? Oui, c'est le contraire de ce dont on parle, désolé. Ah, c'est nouveau. Ah bah non, j'ai pas vu alors. Tout neuf. Ah bah mince alors, je pense que c'était... Bah j'ai pas vu alors. Tu me dis oui, c'est le contraire de ce dont on parle, désolé. Mais non, 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 c'est pas le contraire de ce dont on parle, au contraire. Parce que il y a une partie de la cryptozoologie, dont une définition qu'on a vue avant, qui considère que c'est simplement l'étude d'animaux qui sont découverts, mais dont on n'a pas eu assez de preuves pour prouver leur existence devant témoins et certifiés comme on le fait avec les autres espèces. Des espèces, par exemple, comme l'okapi ou le gorille des plaines, autrefois considérés comme fantaisistes, mais qui, quand on a eu suffisamment de preuves, ont été répertoriés comme des animaux existants comme les autres. Voilà. Donc il y a pas mal de cryptozoologues qui partent d'une base zoologiste en se disant ok, nous on va simplement faire une discipline, la cryptozoologie, et cette discipline étudie les animaux dont on soupçonne grandement l'existence, dont on a des témoignages, des preuves qui sont pas assez tangibles, et nous on va s'assurer de pouvoir ancrer ça dans la réalité et puis de prouver l'existence de ces animaux, de confirmer leur existence en fait. Donc il y a toute une partie qui n'est pas liée au paranormal, il y a toute une partie qui est liée en fait à la zoologie et exactement ce que tu disais là, avec des gens qui disent non mais attendez, il y a plein d'endroits inexplorés sur Terre, donc il y a de grandes chances qu'il y ait plein d'animaux qu'on ne connaisse pas encore, dont des grandes espèces qui ont été découvertes très récemment. L'exemple du okapi revient constamment, mais sa découverte remonte au début du XXe siècle et c'est un des derniers / le dernier découvert. Oui, t'as raison. Oui, l'okapi ça remonte déjà à un moment. Et c'est une espèce qui revient tout le temps parce que, en fait, c'était une espèce qui était décrite par des témoins qui disaient que ça existait. Et c'est vrai que tant qu'on n'en avait pas ramené un vivant au musée des sciences, les scientifiques n'y croyaient pas. Ils se disaient mais non, mais les girafes c'est pas comme ça, les chevaux c'est pas comme ça, cet animal n'existe pas, c'est une connerie. Et il a fallu attendre le XXe siècle pour qu'on en découvre un. Mais il y en a des plus récents, notamment des espèces aquatiques. Comme par exemple, on a vu le requin du Groenland dans River Monster, c'est les années 70. Et pas les 1870, 1970. Hein. Et dans les années 70, pardon pour nos amis français. Alors que c'est une grosse espèce. Le monde marin, c'est pas pareil, ouais, exactement. Et on soupçonne que y avait un gars qui expliquait, en fait, qui montrait la courbe de découverte de grandes espèces et qui disait, ok, elle stagne, mais elle monte toujours. Et il estimait qu'il restait une quinzaine de grandes espèces à découvrir dans le monde. En 2012, je crois, ils ont découvert, ou en tout cas, ils ont prouvé l'existence du calamar géant, par exemple. Ou du calamar colossal, je sais plus, mais il y avait un calamar qui n'était que soupçonné, dont on n'avait jamais eu les preuves. Et je sais pas si vous vous rappelez, ça avait fait beaucoup de foin, parce qu'ils avaient dépensé déjà des millions de dollars dans plusieurs expéditions, et c'est des Japonais, finalement, avec un sous-marin, qui avaient pu, pour la première fois au monde, ramener des images vidéo de cet animal. Et ça avait fait un peu un tollé dans la... Ouais, ça avait été une grosse découverte. Et ça date de 2012, ça date pas de 1900 quoi. C'est tout à fait possible qu'on découvre encore une ou deux grosses espèces. Tu sais qu'on a découvert son existence par ses becs trouvés dans les estomacs de cachalots. Oui, et par les cicatrices de tentacules en fait sur les cachalots. On soupçonnait son existence. Mais si tu veux, tout ça, c'était des preuves qui n'étaient pas assez tangibles pour nommer l'espèce et puis en faire une clade à part entière. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait plus tard. On savait qu'il existait. On savait qu'il existait un calamar plus grand que le calamar géant, le calamar colossal, je crois qu'ils l'ont appelé comme ça. Mais on n'a jamais pu trouver un cadavre, une photo, une vidéo ou l'observer directement dans son état naturel. Jusqu'en 2012, où justement cet équipage de Japonais était descendu à la supposée profondeur d'existence de cet animal, et ils avaient pu le filmer. On a une deuxième définition, cryptozoologie. Le mot semble tout droit sorti d'un emploi du temps d'un élève de Poudlard. Sauf que dans le cas d'un sorcier de l'univers de Harry Potter, les créatures étudiées dans un tel cours, tels les dragons, hippogriffes ou licornes, existent vraiment, ce qui n'est peut-être pas le cas dans notre société dénuée de magie. Ainsi, la cryptozoologie est la discipline qui étudie les animaux cachés, plus précisément, elle étudie les animaux dont l'existence n'a pas été prouvée, et dont la non-existence ne l'a pas été non plus.
D'ailleurs, même si on parle de l'étude d'animaux cachés, la cryptozoologie n'étudie pas vraiment des animaux au sens scientifique du terme. En effet, leur existence n'ayant pas été prouvée, ils ne font pas partie du règne animal. On parle alors de cryptides. Mais comme ils n'appartiennent pas au règne animal, parce qu'ils n'ont jamais été répertoriés, ils n'ont jamais été confirmés, on parle de cryptides et pas d'animaux à ce moment-là. Comme pour toute discipline, il faut quelqu'un pour l'avoir pratiqué en premier. Dans le cas de la cryptozoologie, c'est l'Écossais Ivan Terence Sanderson, 1911-1973, qui en fit la dénomination dans les années 1940. Il s'est rapidement spécialisé dans l'étude de certaines créatures, en particulier comme les monstres des lacs, celui du Loch Ness par exemple, les serpents de mer, le Mokelembembe, un mammifère aquatique qui vivrait dans le fleuve Congo, les pingouins géants, le Yeti, le Sasquatch ou le Bigfoot. Pionnier en la matière, Ivan Terence Sanderson était également accompagné par le zoologue belge Bernard Hovelmans, qui est lui aussi considéré comme l'un des fondateurs de la cryptozoologie. Le Belge a permis une grande diffusion de la discipline grâce à son livre Sur la piste des bêtes ignorées. Est-ce que c'est un peu plus clair? Il y a eu du name dropping, on va y revenir sur ces deux personnages. En quelques mots, je crois qu'on a cerné le concept, hein. Mais on a vu que même s'il y a des bases scientifiques, du moins une forme de méthode scientifique, on est obligé de remarquer que c'est une discipline qui est quand même très fortement teintée d'occultisme, d'ésotérisme, et en tout cas d'une bonne dose d'imagination, hein, ne serait-ce que dans son postulat de départ. C'est quoi la différence avec l'étude des légendes? Eh bien tout simplement que l'étude des légendes, le folklorisme par exemple, part du principe qu'une légende c'est une légende, cherche la réalité derrière, mais il sait qu'il étudie des légendes, ou un mythologue, il sait qu'il étudie des mythes, puis il va chercher derrière soit une dimension spirituelle ou une dimension morale, soit il va chercher l'origine d'un mythe ou l'origine d'une légende. Mais il va pas vouloir à tout prix prouver que cette légende a vraiment existé. Normalement pas. Après, ça peut faire partie de leur boulot. Et puis ils partent pas du principe que une légende est réelle. Sinon on tombe dans l'occultisme, ou alors on tombe dans la cryptozoologie, justement quand on cherche un animal qui est censé être, qui n'est pas censé exister, mais que nous on est persuadé qu'il existe. Comment travaille un cryptozoologue? À la différence d'un zoologue qui étudie les animaux actuels, d'un paléontologue qui étudie les animaux éteints, le cryptozoologue étudie, lui, des animaux dont l'existence n'est pas prouvée. Ainsi, s'il emprunte une partie de sa méthode de travail à ses collègues, il doit également se reposer sur d'autres preuves. Bah oui, forcément. Si on n'arrive pas à trouver des animaux, il faut aller chercher les preuves ailleurs. De fait, pour étudier ces cryptides, le cryptozoologue s'appuie soit sur des preuves dites otoscopiques, des empreintes, des poils, des os, des plumes, des excréments, sur des témoignages de personnes plus ou moins fiables, ou sur d'autres disciplines scientifiques, la zoologie, la paléontologie, mais aussi l'anthropologie, la mythologie ou l'histoire. En effet, si on venait à découvrir un mégalodon en vie, il relèverait de la zoologie. En attendant, étant considéré comme une espèce éteinte, il relève de la paléontologie. Est-ce que c'est un poil plus clair? Les animaux qui existent. Chien, chat, tortue, oiseau, girafe, éléphant, crocodile, fourmi, tout ça. C'est la zoologie. Les animaux disparus, mais dont l'existence est approuvée, hein, dont l'existence est vérifiée par des fossiles ou bien par des preuves, comme les dinosaures, le mégalodon, le néandertal ou d'autres. Paléontologie. Si jamais on découvre une espèce qu'on pensait éteinte, comme ça a été le cas, hein, avec le sélacanthe par exemple, qui est un poisson qu'on considérait comme avoir disparu et qui a été redécouvert dans les années 30, le sélacanthe avait déjà été décrit. C'est juste qu'il avait un nom d'espèce, il avait un nom scientifique, il avait une classe et tout, il était déjà dans le règne du vivant. C'est juste qu'il était considéré comme ayant disparu. Donc en fait, on a repris le sélacanthe de la case paléontologie, on l'a mis dans la case zoologie avec les espèces actuelles vivantes, tout simplement. Jusque-là, il n'y a rien qui relève de la cryptozoologie. Cryptozoologie, c'est l'étude des animaux dont la science n'a pas de preuve de l'existence. Si on découvre que le monstre du Loch Ness est un plésiosaure, il rejoindra les plésiosaures le plésiosaure reviendra dans le règne animal vivant et ne viendra pas rajouter une clade, par exemple. Si j'ai bien compris, à nouveau, ok. Il faut faire attention avec la cryptozoologie parce que ça rejoint quand même régulièrement des concepts un peu ésotériques, un peu teintés d'occultisme.
Ou en tout cas avec une bonne dose d'imagination. Parce qu'on part toujours du principe qu'un animal existe alors qu'il est relativement fantastique. C'est pour ça que moi je vous propose de regarder un extrait d'un documentaire. C'est un documentaire qui va nous suivre régulièrement pendant cette présentation, pendant l'émission. Et c'est un documentaire sur la cryptozoologie justement. Et je vous préviens, il est super marrant. Donc j'ai quand même eu quand même un peu des trucs drôles. Hein. L'homme a toujours été fasciné par les légendes, des batailles épiques avec C'est des québécois. monstres terrifiants et des bêtes fabuleuses. Les contes regorgent d'une faune fantastique. Sirènes, centaures, licornes, dragons ailés, vampires. Il y a un côté magique, ouais, il y a un côté très poudlard à la cryptozoologie. Ah oui, le générique. Ah, virer le générique, il est génial. Ça fait peur. C'est excellent. Créature fabuleuse. Expérience de mort imminente. Voilà, ça rejoint le paranormal en fait. Hein. La cryptozoologie, ça se place à peu près au même niveau que les cas de possession démoniaque, les fantômes, les ovnis. On va s'y intéresser parce que nous c'est ce qu'on aime, mais ouais, attention quoi. Abondent d'histoires mettant en scène des êtres Il me fait déjà trop rire, vous allez voir, il est mythique. fabuleux, fantastiques, extraordinaires. Il est habité par son rôle. Des monstres sortis tout droit d'un monde irréel. J'espère qu'il a été payé dignement. A elle aussi ces ovnis, que l'on appelle les cryptides. Et leur rituel, c'est la... Voilà ce qui se passait. Voilà ce qui se passait avant Internet. Quand les gens restaient trop longtemps chez leurs parents, c'est ce qui se passait. Ils finissaient par aménager le grenier et puis ils faisaient des enquêtes sur le Yeti et sur le Loch Ness. cryptozoologie. La science des animaux cachés. Crypto caché, zoologie, science des animaux. Pour le coup, lui, c'est un vrai zoologue, donc c'est un vrai scientifique. Bernard Revelmans, on en a déjà parlé de lui. L'inventeur de la cryptozoologie. Personnellement, je crois que le plus grand nom en matière de cryptozoologie. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Ne prenez pas ces documentaires trop au sérieux. Hein. Au-delà du côté marrant, ça prouve aussi qu'il faut faire attention avec la cryptozoologie. Il faut pas prendre trop ça au sérieux, surtout ce qu'ils en montrent sur Internet. C'est une science qui a une définition relativement floue. Bernard-Joseph Pierre Heuvelmans, né le 10 octobre 1916 au Havre et mort le 22 août 2001 au Vésinet, est un zoologue, cryptozoologue et écrivain belge, considéré comme le fondateur de la controversée cryptozoologie, l'étude des formes animales encore inconnues, telles que voilà, Yeti, Loch Ness, Mokelebeb, etc., etc. Auteur de Sur la piste des bêtes ignorées, le premier livre sur le sujet, etc., etc. C'est un ami d'Henri Verne. Ah, ça j'avais pas lu. Acteur et musicien, il était également un ami d'Henri Verne, l'auteur de Bob Moran, et d'Hergé, donc l'auteur de Tintin, avec qui il a travaillé à plusieurs reprises. Ah ok, ah c'est marrant. C'est marrant parce que je sais pas si vous avez lu les Tintins, mais dans Tintin au Tibet, il y a une rencontre avec le Yeti. Du coup, ça fait un peu sens. Je crois bien que j'avais déjà lu ça d'ailleurs, que Hergé avait vraiment rencontré quelqu'un. J'avais pas compris que c'était Heuvelmans pour se renseigner sur le Yeti et tout ça. Marrant, super intéressant. Alors après, il parle des différents. On pourrait, hein, ça pourrait être un live ou un thème, ça pourrait être un truc rigolo. Les grands cryptides de Heuvelmans, et puis on regarde ce qu'il a dit sur les grands serpents de mer, sur les hommes sur les hommes singes, sur les dinosaures, etc. Ça pourrait être super intéressant, mais si on veut traiter un peu le thème de la cryptozoologie en général, on va pas se pencher là-dessus aujourd'hui. Mais je garde ça de côté pour peut-être un autre live, ça peut être sympa. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas. Hein. Du coup, voilà, on arrive au bout. Mais il y a un gros morceau sur Heuvelmans, beaucoup plus que sur Sanderson. Apparemment, Heuvelmans, c'était aussi quelqu'un d'un peu plus sociable, il avait quand même plus de connaissances, il a aussi écrit plus de bouquins, il avait un côté plus promotion, il promouvait un peu mieux la cryptozoologie que l'avait fait Sanderson, même si Sanderson aussi passait beaucoup à la télé ou à la radio. Ok. Du coup, en gros, c'est ces deux gars qui ont inventé le terme de cryptozoologie et qui ont vraiment donné son épaisseur à la discipline. Ils étaient à fond dedans, quoi. Heuvelmans, pour ceux que ça intéresse, il faut aller voir la vidéo du grand JD dessus, parce que en fait il a légué à sa mort toutes ses archives. Donc Heuvelmans a légué toutes ses archives au musée de zoologie à Lausanne en Suisse, et c'est hyper impressionnant à voir parce que c'est gigantesque en fait.
il y a des tonnes et des tonnes de recherches sur des années, des décennies en fait de recherches sur les cryptides. Et c'est bourré de photos, c'est bourré de rapports, c'est bourré d'objets bizarres, des poils de Yeti, des machins comme ça. Et le Grand JD a fait une vidéo là-dessus qui est vraiment vraiment bien. Et moi j'aimerais trop qu'un jour ils fassent une exposition sur le fond Heuvelmans qu'ils ont au musée de Lausanne. Enfin. Le Tazelworm, sorte de salamandre qui vivrait dans les Alpes suisses. Tazelworm c'est le mot en anglais et Tazelwurm. Mais la cryptozoologie, c'est aussi l'étude d'animaux que l'on croit disparus depuis longtemps, mais Non mais, des spécimens. non mais imaginez, il y a un type dans le grenier qui fait ça. Vous lui dites pas, vous allez pas vous passionner pour ce qu'il fait, vous allez lui dire mec, il faut que tu retournes au foot, tes copains s'inquiètent là. Comment ça tu rigoles? Ouais, je rigole un peu, ouais. Non mais il est trop marrant le gars. Il faut monter le son de la vidéo. Ah d'accord, je vais monter un peu le son de la vidéo alors. C'est un passage hyper intéressant, le thylacine, qui est aussi un animal emblématique de la cryptozoologie. En Australie et dans l'île de Le thylacine, c'est un animal qui vivait en Tasmanie, donc c'est la grande île qui est au sud de l'Australie, et c'est un marsupial, c'est un loup marsupial. Ils ne pouvaient pas supporter leurs attaques incessantes, et voilà, là on a un exemple d'animal dont la disparition est entièrement imputable à l'homme. Alors du coup, thylacine qui rejoint les rangs de la paléontologie, puisque c'est une espèce qui est écrite, qui existe, dont on a des preuves. C'est super triste. L'histoire du thylacine, franchement, c'est comme l'histoire du dodo, c'est méga triste. C'est vraiment des animaux qui ont été exterminés par les hommes. Mais en fait, en faisant cette vidéo, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, parce qu'il y a beaucoup de pays d'Europe où on a exterminé des espèces aussi, et on a de la chance qu'elles aient été présentes ailleurs pour les réintroduire, notamment les loups, par exemple. Pendant très longtemps, le loup en Europe, il a été chassé, exterminé, jusqu'à complètement disparaître. Et dans beaucoup de pays d'Europe, il a complètement disparu. Que ce soit en France, que ce soit en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, c'est des pays qui étaient bourrés de loups, et en 1 ou 2 siècles, il n'y en a plus un seul. Et il a fallu attendre qu'ils reviennent depuis l'Amérique ou depuis la Russie pour en avoir de nouveaux. Et heureusement qu'il y en avait. Je pense que le thylacine n'a pas eu la chance. Je pense que le thylacine, en fait, comme beaucoup d'espèces australiennes, n'a pas eu la chance d'avoir d'autres bassins de population. Puisqu'en fait, une fois que ceux qui étaient sur le continent australien ont été abattus, il n'y a aucune autre forme il n'y a aucune autre source de thylacine qui aurait pu les remplacer. Donc quand ils ont disparu, c'était pour de bon. Idem avec les dodos. Et je pense que nous, on a beaucoup d'espèces qui ont frôlé ça. Il y a beaucoup d'espèces qui ont frôlé ça, notamment comme le loup. Hein. En Suisse, on veut pratiquement les réexterminer encore une fois maintenant. Ouais, c'est... Oui, c'est le même problème. Hein. C'est toujours les mêmes. Hein. C'est les éleveurs de moutons, machin... on va pas se lancer sur ce sujet, puis sinon ça va durer des heures. Mais ça serait moins grave, par exemple, aujourd'hui. Si le loup disparaissait de Suisse, il pourrait être réintroduit parce qu'il est présent dans d'autres pays dans lesquels on pourrait le réintroduire. Le thylacine, par exemple, n'a pas eu cette chance. Il a été abattu sur son territoire et il n'y avait pas d'autre territoire. Donc il a été, officiellement, il est disparu. 136. Mais depuis ce temps-là, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui disent avoir vu le tigre de Tasmanie. Il est trop fort. Il a fond dedans. On dirait Dr House avec des cheveux longs. Vu cette créature que nous savions éteinte, qui avait été Il a pris trop de vie, petit. Mais après, évidemment, la cryptozoologie, c'est stylé, c'est cool. Le Yeti, le Loch Ness. La vraie zoologie, c'est chiant. Alors qu'il tient en joue cette gigantesque créature, il appuie sur la détente. Et si c'était juste un type dans un costume, il l'aurait flingué quand même. Il aurait peut-être eu raison d'ailleurs. Ah il est traumatisé le gosse. Hein. Sa rencontre avec ce porte-étendard de la cryptozoologie canadienne, le légendaire Sasquatch. Il vient de tirer sur un Sasquatch. Ou sur un chef scout. La cryptozoologie, c'est l'étude d'animaux dont on n'a jamais pu prouver l'existence, comme le Yeti ou la licorne. Et attention, il y en a qui considèrent aussi que c'est l'étude des animaux qui sont officiellement éteints, mais dont on peut soupçonner l'existence dans des endroits reculés, comme le thylacine. Mais on a vu avant, et c'est pour ça que les sources se contredisent tout le temps dans la cryptozoologie, c'est un bordel sans nom, mais
il y a beaucoup de zoologues justement qui considèrent que la cryptozoologie, ça étudie les animaux dont on n'a jamais pu prouver l'existence, dont on n'a pas de fossiles, dont on n'a pas de preuves tangibles, et que ça ne concerne pas les animaux qui appartiennent à la paléontologie. Les animaux éteints appartiennent à la paléontologie, pas à la cryptozoologie. Et le jour où on les retrouve, ils réapparaissent dans les registres de la zoologie, et pas de la cryptozoologie non plus. Donc voilà, moi je serais plutôt partisan de ça, parce que non, un dinosaure c'est pas un cryptide, on sait ce que c'est, on a eu des preuves, on sait qu'ils ont existé, on sait où, on sait comment. Et on sait qu'ils ont existé, ok. Et si on croisait un dinosaure aujourd'hui, ce serait peut-être une nouvelle espèce parce qu'il aurait évolué avec le temps, mais ce serait pas un cryptide. Non, parce que un tyrannosaure appartient à une clade, il a déjà été écrit ou ses ancêtres ont été décrits. Ce serait juste une nouvelle branche de la zoologie si ça existait. Autre chose, ces animaux, du coup, qui ne sont ni des animaux disparus ni des animaux décrits par la science, on appelle ça des cryptides. Un terme important à retenir. Et si un cryptide est découvert, on a vu que c'en est plus un. Il rejoint le domaine de la zoologie classique, et du coup, ça crée un certain paradoxe que je vais appeler le syndrome Gérald de Rive, qui fait que quand le chasseur de monstres a trouvé son monstre, eh bien, il perd son rôle de chasseur de monstres. On peut retenir qu'il y a plein de cryptides, hein, ils nous ont dit plusieurs fois, il y en a des tonnes et des tonnes, mais il y en a certains qui sont des stars, comme on a pu voir dans le chapitre, comme on va voir dans le chapitre suivant, et qui éclipsent un peu les autres parce qu'ils sont vraiment très connus. Alors ces grandes stars des cryptides, ces superstars, on les connaît, même si on s'intéresse pas du tout à la cryptozoologie. C'est les plus connus, et on va en découvrir un ou deux par la suite. Donc je vous propose qu'on décortique un poil l'histoire autour de un de ces cryptides, et pour ça on va garder le documentaire qu'on était en train de mater. Comme ça, on va essayer aussi de comprendre comment se crée le mythe, comment il s'entretient ce mythe, et comment se crée le cryptide en fait. Comment voilà, il y a des gens qui se mettent à croire en une bestiole qu'ils ont jamais vue. Comment on a des gens qui voient un animal qui n'existe pas et qui sont persuadés de l'avoir vu. On va faire un genre de démonstration en fait. Et pour ça, on va utiliser le documentaire. Vous verrez, on va retrouver notre copain et tout, et ça va être marrant. On abordera en fait dans cette partie différents témoignages et comment ces témoignages suscitent de l'engouement. On verra aussi comment les gens ou les spécialistes admettent ou réfutent l'option du canular, parce que ça fait partie aussi du jeu. On verra aussi la volonté d'aller chercher des éléments scientifiques réels qui pourraient expliquer l'existence du Sasquatch ou du Yeti, mais ça peut marcher aussi avec d'autres cryptides, hein. Et ça c'est typique des pseudosciences en général. Quand on essaye de faire coller la réalité à une envie ou qu'on essaie de déformer la réalité pour qu'elle colle à notre vision du monde. Il y a plusieurs noms pour le même cryptide, en fait, pour la même créature, en fonction de l'endroit. Alors, est-ce que c'est... On va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais je m'étais fait la réflexion, est-ce que c'est un genre de mythe universel Est-ce que c'est un genre de mythe universel ou est-ce que c'est plutôt peut-être des cousins, des espèces proches ou des variétés locales? Je sais pas, moi, je sais pas. Je suis pas cryptozoologue, donc je sais pas. Mais pour le Sasquatch, donc qui est le nom canadien, on l'appelle Bigfoot aux States, Yeti ou Migo au Népal ou au Tibet, ou encore Almasty en Russie. Donc voilà, à chaque fois, on décrit à peu près la même chose, un espèce de grand homme singe, quoi. Et à chaque fois, il y a vraiment des preuves qui sont loin, mais genre très loin de faire l'unanimité, donc difficile de juger de leur véracité. La plupart du temps, il faut se fier à la parole des témoins, même si des fois, on a des preuves matérielles ou des ébauches de preuves matérielles, mais elles sont toujours un peu douteuses. Donc, on va en apprendre un peu plus sur les circonstances de ces rencontres avec la suite de notre reportage, qui se penche, pendant un bon moment d'ailleurs, une bonne partie du documentaire est consacrée à ça, qui se penche davantage sur notre ami le Bigfoot. Aurait été aperçu un peu partout en Amérique du Nord. Je trouve toutes les infos que j'ai sur le Sasquatch. Dans les années 1920, un Américain qui vit... Depuis le 19e siècle, ça reste toujours des preuves très indirectes. Et le débat est plus de savoir quel est le degré de légitimité de ces empreintes que de les étudier pour de vrai. Divergent. Un peu sur le côté pour celui-ci
Et Ah, franchement, alors, sur le côté pour je reviens un peu sur ce que j'ai dit avant, mais très simiesque d'avoir le gros orteil une fois qu'ils ont admis que c'était des vraies traces, ils peuvent plus en démordre. Et du coup, ils vont commencer d'en faire des études scientifiques, genre la largeur. Ouais, moi aussi, je vois un pied d'enfant étalé, mais eux, ils vont commencer à dire non, mais la largeur et tout, vous voyez, c'est un animal qui fait cette taille, regardez, le pied, il aura cette forme. C'est assez ouf. C'est fascinant du point de vue scientifique. Je suis bien content Paléontologue. que des gens qui se penchent sur la question. Moi, ce que je dirais comme interrogation, c'est comment se fait-il, si ces animaux-là existent, qu'on n'a encore repéré aucun cadavre de ces animaux? Même pas un bout, en fait. Hein. Difficile à expliquer après ce que la communauté scientifique veut dire par preuve concrète, c'est un corps ou des restes de corps ou un squelette. Alors, marrant, je fais juste une micro-aparté, parce que on est aussi là pour un peu étudier tout le lore de ces croyances, hein. Mais micro-aparté, que j'ai lu ça sur un site, je l'ai pas retrouvé, j'aurais bien aimé le retrouver, je sais plus où c'était, mais il y a une théorie qui dit que si on ne retrouve pas de corps de Yeti ou de Sasquatch, qu'on n'a jamais retrouvé ne serait-ce qu'un os, c'est parce qu'en fait, c'est pas parce qu'ils n'existent pas, mais c'est parce qu'en fait, ils ont des rites funéraires très complexes et du coup, ils enterrent tous leurs morts. Comme les humains, en fait. Ils enterrent leurs morts ou ils dispersent leurs os ou même peut-être ils les brûlent. Ce qui fait qu'on ne retrouve jamais, jamais au grand jamais, un corps de Yeti ou un squelette de Sasquatch. Voilà. Mais je trouvais l'idée assez cool. J'imagine bien les Sasquatch un peu comme les Néandertals, vous savez, ou bien faire des tombes ou des trucs. Ce qui pourrait être une explication intéressante de pourquoi on ne retrouve pas de corps. Une espèce très J'imagine rare. plutôt une créature intelligente qui pourrait nous ressembler. Je ne suis pas surpris que nous ne trouvions pas de squelette parce que nous ne trouvons pas davantage de squelettes de cougar ou d'ours. Alors pourquoi trouverions-nous celui du Sasquatch? Ah, c'est pas con. Mais le problème, c'est qu'on trouve des squelettes d'ours et de cougars. Du Sasquatch ou de ses ancêtres sont peut-être précieusement conservés au musée d'histoire naturelle de Pékin en Chine. Et ça, les enfants, pour les mêmes qui sont sur TikTok à regarder des shorts, ça c'est un livre. Je suis un millénial et je connais pas non plus. Mais il a vécu il y a environ quelques 2 millions d'années à environ 100 000 ans, disons, selon les fossiles. Là. Alors, il a vécu Pourquoi il a eu l'air d'inventer les chiffres? La dernière partie du tertiaire. Je voulais dire de la merde, puis après il s'est rappelé qu'il était filmé. La période glaciaire. Des fragments qu'on a, ça serait un singe de grande taille, beaucoup plus Un peu grand comme que un... le gorille actuel. Ah, un peu comme un gorille, mais en plus grand. Sasquatch est-il le dernier représentant d'une lignée survivante? Non, mais- gigantopithèque? Ça, c'est censé être impossible à refaire comme démarche. Le Sasquatch était un gigantopithèque. Pour Ok, crâne, c'est des un créatures gigantopithèque. animales dont les fossiles, les restes fossiles, ont été trouvés par exemple en Chine. Pour crâne, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que durant la dernière glaciation, à l'époque où le détroit de Bering était complètement gelé, ils comme ont c'est fait une le glace, trajet. l'animal aurait migré de l'ouest asiatique vers l'Amérique du Nord en passant Ouais, pour le détroit de c'est Bering, possible, qui ouais. serait répandu C'est dans plausible. l'américaine. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, en dehors des observations du Sasquatch, on n'a jamais trouvé en Amérique du Nord le moindre fossile d'un gigantopithèque. Ça veut dire qu'ils ne les prendraient pas en compte. Cryptozoologie, Élément à retenir de cette partie-là du documentaire. Alors, l'observation, l'étude de ces animaux, ça part toujours d'un témoignage ou de preuves indirectes. Et en fait, le processus, on pourrait le définir comme étant carrément inverse à celui de la zoologie. Parce que dans la zoologie, on doit récupérer des observations sur un animal qu'on sait exister, hein, parce qu'il est confirmé comme existant, pour établir des convictions, des preuves ou des idées sur son comportement. Là où la cryptozoologie, elle part de témoignages, d'observations en fait, et d'une conviction pour ensuite y faire coller la réalité, hein, pour tenter d'y faire coller la réalité. Donc c'est la démarche inverse de la démarche scientifique en réalité, hein. On part du principe qu'on a raison et ensuite on va tout faire pour le prouver, alors que la science, la méthode scientifique, et ça c'est dans tous les domaines scientifiques, hein, pas que dans la zoologie, on part d'une observation pour en tirer une conclusion. Ok ? Ça veut dire qu'on se dit ok, j'ai vu ça, peut-être que ça veut dire ça, et non pas je pense que ça, donc je vais dire que j'ai vu ça, je vais croire que j'ai vu ça, je vais dire que cette observation était réelle. C'est ça la grosse différence entre la cryptozoologie et les sciences dures. Le Bigfoot, c'est aux États-Unis.
Et au Canada, c'est le Sasquatch. Ça, je pense que c'est important de s'en rappeler. Et il serait lié au Gigantopithèque, qui lui a bel et bien existé, donc qui appartient au domaine de la paléontologie, qui était effectivement, je me suis renseigné, effectivement, je crois que c'est le plus grand primate qui ait jamais existé, et c'était un espèce d'énorme gorille, un peu différent, mais quand même ça ressemblait beaucoup à un grand gorille qui habitait effectivement dans le sud-est asiatique. Et c'est vrai que si on prend en considération les observations d'Yeti, il y a de quoi se dire que ça pourrait correspondre. Le Sasquatch a laissé tout un tas de traces, des empreintes, des photos, des poils et des enregistrements audio. Mais dans la grande majorité de ces cas, toutes les preuves sont explicables. Toutes les preuves sont explicables, que ce soit les empreintes, que ce soit les enregistrements, les photos, les vidéos, enfin tout ça. Enfin bref, normalement, tout est explicable. Donc aucune de ces preuves n'a jamais été reconnue comme suffisante pour confirmer. Et les cryptozoologues de dire ah ouais mais non, ni pour infirmer non plus hein, l'existence ou la non-existence d'un monstre. Je vous propose un petit truc. Ok, on a montré qu'on était un peu sceptique. On va faire un petit jeu. On va faire un petit jeu parce qu'on a écouté à la fin ces enregistrements soi-disant de Bigfoot qui se sont finalement qui se sont avérés être inconnus. En tout cas, ils ont dit ça ne peut pas sortir dans larynx humain. Je vais vous faire écouter en fait. On va faire un genre de blind test. Je vais vous faire écouter, pour le fun, des bruits, des cris d'animaux qui ont été pris dans la nature. Et le but, c'est de retrouver à quel animal ça appartient. C'est facile. Ça, ce rire démoniaque là, vous l'avez entendu? Ça peut facilement être pris pour un truc. Vous avez une idée? C'est un brame de cerf. Alors, il était relativement facile pour ceux qui ont déjà entendu ça. Mais pour dire que vous avez vu la tronche d'un cerf, vous avez entendu ça, créer l'association quand on connaît pas, c'est déjà chaud. Quand on entend que le cri, de loin, de nuit, sans voir l'animal d'où ça provient, facile de penser à autre chose, à mon avis. Facile même d'avoir un peu les chocottes. Allez, on passe au suivant. Deuxième. Plus difficile, celui-là. Moi, j'ai les réponses, c'est trop facile, mais plus difficile. Difficile, hein? Non, c'est pas un thylacine, c'est un animal qui existe encore, hein? C'est pas un renard, mais t'es pas loin. Pas loin, c'est un lynx. Un lynx. Ça, c'est le bruit d'un lynx qui crie. Celui-là, il faut les jetons, hein. Ouais, pas mal, bravo, renard. Renard, exactement, renard. Jappement de renard, pour être précis. Parce que les renards ont plusieurs bruits, des fois ils peuvent aboyer. Mais bravo, pas mal. Celui-là, il était pas évident. Il faut s'imaginer dans la forêt, le soir, la nuit, il fait pas chaud, il fait froid, il pleut un peu, il y a plein de bruits, de feuilles, de trucs autour de nous, et on entend ça. Aucune idée? Eh ben ça c'est un blaireau, c'est le bruit qui fait un blaireau. On fait un arrêt cardiaque. Ouais, non mais ouais, mais c'est ça, justement. C'est exactement là que je voulais vous amener. Tout ça pour dire que oui, certains sons peuvent être attribués, si on les connaît pas, ou si on n'arrive pas à les identifier, à quelque chose qu'on imagine, ou même quelque chose de terrifiant, de vraiment terrifiant. On va inventer, en fait, notre cerveau va les pauvres au Moyen-Âge. Ah, mais les blaireaux, il y en a encore aujourd'hui, hein. En fait, notre cerveau va inventer une réponse à un bruit qu'on comprend pas. Donc, évidemment qu'avec une distorsion qui est liée à la distance, qui peut être liée aussi à la météo, qui peut être liée au matériel utilisé, on peut tomber sur un bruit que même en l'amenant à l'expert des experts, on n'arrive pas à identifier. Donc tous ces enregistrements audio, quand tu as des grands scientifiques qui viennent nous expliquer que ouais mais en fait c'est une preuve parce qu'on arrive à pas identifier l'animal qu'il y a dessus, donc c'est forcément un Yeti. Non, ça peut être n'importe quoi, et encore plus si on n'a pas d'enregistrement mais que c'est des témoins qui nous expliquent ce qu'ils ont entendu. Oui, si on entend un bruit comme ça, un bruit de blaireau, on flippe et on peut facilement s'imaginer des vampires, des loups-garous,
ou des Bigfoot ou des Sasquatch. Mais ça veut pas dire que c'est un Sasquatch. Ça rejoint cette idée de vouloir faire coller la réalité à un fantasme. Ça reste assez gentil, hein. Ça se base quand même un peu sur des faits scientifiques. Ça tente de rallier le domaine de la science et jusque-là, ça va. On verra que c'est pas toujours le cas, notamment en cryptozoologie. On verra que certains cryptides sortent carrément des limites du crédible, ou en tout cas flirtent vraiment avec. Mothman, c'est... Ah bah, tu parles de monstres des forêts, c'est exactement ça. Le Mothman mesurerait près de 2 mètres et serait muni d'une paire d'ailes comme celle d'une chauve-souris et capable de s'envoler de façon verticale et sans battre des ailes. On aborde là des cryptides qui sont plus ésotériques, qui se rapprochent moins de la méthode scientifique. Ça commence à parler de pouvoir, de magie. Une créature qu'il prend d'abord pour un chien. Et elle n'a pas semblé Ouais, le Wendigo, interagir. j'ai aussi entendu plusieurs témoignages de ça, quoi. C'est assez à la mode en plus ces temps-ci. Je me rappelle pas s'ils l'ont dit, mais j'avais aussi entendu une histoire de cannibalisme, comme quoi c'était une légende qui partait de gens qui se perdaient dans la montagne, gens qui étaient contraints pendant des famines, réduits au cannibalisme en fait, et qui devenaient, enfin la légende ce serait ça, que des gens qui pratiquaient le cannibalisme devenaient des Wendigo justement à cause de ça. Ouais, les skinwalkers aussi, mais justement ils en parlent pas des skinwalkers, mais je crois que c'est un peu le même délire. C'est des légendes amérindiennes qui se sont transmises de génération en génération et puis qui sont arrivées jusqu'à nous un peu sous la forme de légendes urbaines. Tout ce côté, ça a aussi décrédibilisé, je pense, la partie plus scientifique de la cryptozoologie. Si ça fait 50 ans qu'Evelman a écrit ce livre-là, est-ce qu'on commence à avoir des réponses? Bonne question, très bonne question. Est-ce que maintenant on a des réponses? Les cryptozoologues ne sont pas des zoologues, Ouais. ce sont des amateurs. Ouais. Ce qui n'est pas toujours une mauvaise chose d'ailleurs. Mais en regroupant autant d'animaux dans cette catégorie, des oiseaux, des reptiles, des mammifères, c'est comme s'ils prétendaient avoir une expertise sur un très large éventail de sujets zoologiques. Une sorte de prétention Et la plupart des gens de science non n'acceptent justifiée. tout simplement pas cela. Ils disent non. Je ne pourrais pas être assez compétent pour couvrir des oiseaux, des mammifères, des Ouais, reptiles. ça se comprend. Alors comment cette personne, qui n'est même pas un zoologue, peut-elle avoir de telles prétentions? Il y a le côté un peu sexy de la cryptozoologie avec tous ces animaux impressionnants, là où un vrai zoologue se contente souvent d'écrire des papiers sur une sous-espèce quelconque de musaraigne et dédie sa vie à ça, quoi. Il y a un côté un peu prétentieux dans le fait de se dire « Ok, je suis expert en tout ». Contrairement à un monstre comme le démon de Dover, qui a l'air toujours ressorti dans l'univers fantastique. À moins que tu appartiennes à un univers un peu plus familier, mais tout aussi insondable. Et où tout peut arriver. Merci pour le suivi, Ghost7884318, et à tout bientôt. Hein, qu'est-ce qu'on peut dire de cette dernière partie? Donc c'était la fin, il n'y en aura pas d'autre, hein. On a vu l'intégralité du docu. Qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, on peut dire qu'ici, on tombe sur une partie de la cryptozoologie qui est aux limites du surnaturel, en fait. Avec des créatures qui sont plus décrites comme des monstres, ou même comme des esprits, que comme des animaux, qui pourraient exister. Dans cette partie, on remarque qu'il y a souvent moins de tentatives d'explication, qu'il y a moins de rationalisation, mais que du coup, il y aurait plusieurs niveaux de potentiel d'existence pour les cryptides. Il y aurait les plus probables, comme le thylacine ou des animaux proches d'animaux éteints par exemple, des middle probables, mais qui restent crédibles comme le Bigfoot, et d'autres qui sont beaucoup moins probables, hein, comme le Mothman ou bien d'autres bestioles quasi magiques. Mais cette légitimité, au final, elle ne dépend que du scientifique. Elle ne défend que de la personne qui parle de cryptozoologie. Donc, ça reste hyper subjectif. Les éléments à retenir, selon moi, sur cette dernière partie de documentaire, c'est qu'il y a une échelle de légitimité dans la cryptozoologie, donc en fonction de la crédibilité de la créature étudiée, que certaines créatures, elles en sont même exclues, parce qu'elles sont jugées trop fantaisistes ou folkloriques, et que par conséquent la cryptozoologie elle s'inscrit dans une démarche scientifique quand même, malgré une grande part de subjectivité, et que justement cette part de subjectivité nuit beaucoup au sérieux et à la crédibilité de la cryptozoologie en elle-même en fait. Selon à qui on parle, selon à quel cryptozoologue on parle, un cryptide sera plus crédible qu'un autre.
où un même cryptide sera plus crédible pour une personne que pour un autre, parce que il est persuadé que le Mossman est explicable, alors qu'un autre se dira non, c'est du mythe. C'est un mythe, c'est pas un cryptide. Je suis allé faire mon marché sur YouTube et sur Internet en général. C'est un sujet qui visiblement intéresse beaucoup, hein, du coup j'ai dû de nouveau sélectionner. Mais je propose qu'on classe un peu ces cryptides selon leur niveau de possible en fait. Même si certains ils seront très clairement des parodies ou des hoax, cette section elle est plutôt là pour se marrer quoi. Le tour du monde des cryptides. Le chupacabra. Amérique centrale et Amérique du Sud, c'est une sorte de chien reptile démoniaque. Le chupacabra rôderait dans la majeure partie de l'Amérique latine, du Mexique au Brésil, en passant par le Chili. Le Mokelembembe. Au dire des tribus congolaises, les voyageurs qui sillonnent le fleuve Congo doivent se méfier du gigantesque Mokelembembe. Contrairement aux monstres lacustres habituels, le Mokelembembe serait aussi à l'aise sur terre qu'en eau profonde, ce qui expliquerait autant les traces de pas géantes dont font état certains témoignages que les récits d'attaques violentes contre des pirogues. On relate même que cet amphibien herbivore, en situation de défense, peut aller jusqu'à tuer des hommes et des hippopotames. Ceux qui l'ont vu le décrivent comme un survivant de l'époque des dinosaures, semblable au Diplodocus, avec un long cou et des courtes pattes. Le Tatzelwurm, un reptile venimeux, se cacherait dans les décors majestueux des Alpes. Long de 50 à 90 cm, cylindrique et couvert d'écailles, le Tatzelwurm peut tuer un homme d'une simple morsure, dit-on, bien qu'aucun cas n'ait été officiellement reporté. Qu'on soit en France, en Suisse ou même en Slovénie, ce serpent réputé agressif est entré dans le folklore alpin sous différents noms. Arassas, Lindwurm, Kushka. Les témoignages à son sujet varient d'un pays à l'autre, mais on lui attribue généralement la particularité d'avoir 2 pattes avant munies de griffes et aucune à l'arrière. Le Tsushinoko, un serpent douté de la parole et qui a un penchant pour l'alcool. C'est sur ce cryptide nommé Tsushinoko, enfant du marteau, que les Japonais tentent sans succès de mettre la main. Depuis le 7e siècle, des témoins rapportent avoir aperçu en forêt ce reptile de près d'1 mètre aux propriétés inusitées. Selon les uns, le Tsushinoko pourrait bondir de 1 mètre dans les airs, alors que d'autres racontent qu'il se replie parfois sur lui-même en se mordant la queue afin de former un anneau. J'en avais mis encore d'autres de côté, mais ça serait redondant au final parce qu'on comprend le principe. Mais du coup, il y en a des tonnes, des tonnes et des tonnes. Et c'est pour ça qu'il y a une question qui se pose naturellement. Est-ce que ça marche, en fait? Eh ben, j'ai un peu cherché, et puis j'ai trouvé quelques exemples qui tendraient à prouver que c'est pas du bullshit de A à Z. Quand des animaux légendaires deviennent réels, la cryptozoologie, blablabla, alors on nous parle de ce que c'est la cryptozoologie, on va pas revenir dessus. Les scientifiques tirent le vrai de la légende, c'est-à-dire qu'ils démythifient l'animal. Le travail de démythification des récits pour tirer le vrai du faux et découvrir de nouvelles espèces, c'est la cryptozoologie. Donc ça, c'est la partie dont on a parlé au début, la partie plus scientifique de la cryptozoologie. Donc ça nous parle un peu de tout ce qu'on a vu avant. Ça essaye de faire la distinction entre la méthode scientifique et la chasse aux monstres. Mais ça nous explique surtout que parmi toutes les espèces listées par la cryptozoologie, il y en a vraiment très très peu, voire même aucune, qui ont été véritablement découvertes. Bien que la cryptozoologie se veuille comme une science des animaux cachés, beaucoup se l'imaginent comme une discipline ouverte aux chasseurs de paranormal qui n'a pas grand-chose à voir avec le réel et par conséquent avec la science. Cela nuit grandement à son image et à sa crédibilité pour la communauté scientifique et aussi non scientifique. Evelmans a créé une liste de 138 cryptides, dont la grande majorité sont des animaux de grande taille tels que des hominidés comme le célèbre Bigfoot. Ce n'est pas logique quand nous constatons que les plus petits animaux constituent la majorité de la biodiversité animale. Les insectes représentant 85% des espèces animales et beaucoup restent inconnus. Chaque année, environ 18 000 espèces sont découvertes, dont 10 000 sont des espèces d'insectes. Cette surreprésentation des animaux de grande taille peut s'expliquer par la source utilisée, qui est d'origine visuelle pour la majorité. Il faut alors que le cryptide soit de taille suffisante pour être aperçu. Malheureusement, ce n'est pas le seul défaut de la liste d'Evelmans. Elle montre une très forte présence d'espèces cachées dans des zones où l'homme est énormément présent, alors que ce sont les endroits les mieux explorés et les moins modifiés par l'homme qui ont le plus de chances de contenir des êtres méconnus des scientifiques. Ça ne veut pas dire que les chances d'en découvrir sont nulles, comme le démontre la découverte de la chauve-souris murin, cryptide découvert en Europe en 2019. Elle a été confondue pendant tout ce temps avec sa voisine murin de Natterer. Ces deux chauves-souris se différencient non pas morphologiquement,
où les différences sont minimes, mais génétiquement par analyse ADN. Vous l'attendiez peut-être, ce qui pose le plus de problèmes, c'est la recherche active du très connu Yeti, Bigfoot et monstre du Loch Ness, ces animaux célèbres avec moult références à la télévision et aux théories sur leur existence font partie de ceux qui ont la plus faible chance d'exister d'un point de vue biologique et font passer la cryptozoologie pour une chasse aux monstres. Pour ne rien arranger, l'utilisation comme preuve de photos floues, films de mauvaise qualité, descriptions confuses tend à sa défaveur. Par exemple, la photo de Nessie, le monstre du Loch Ness, qui n'est autre qu'un jouet, ou encore l'affaire controversée de l'homme congelé du Minnesota, aussi appelé en anglais Minnesota Iceman. Evelyn et Anderson ont identifié un hominide préhistorique piégé dans la glace, tué par balle, donc vivant à notre ère, mais plus tard il s'est révélé être un mannequin, et non une espèce d'hominide préhistorique. Cette affaire fait encore débat aujourd'hui, s'il y a eu échange de corps ou non. La dernière chose qui pose vraiment problème est purement scientifique, car pour attester l'existence d'une nouvelle espèce, les scientifiques ont besoin d'avoir l'animal mort, mais préservé, qu'il garde l'apparence du vivant, soit naturalisé. Cet animal est examiné pour conclure à la découverte d'une nouvelle espèce et l'utiliser comme référence, il devient alors un holotype. Un holotype, c'est ça. Ça veut dire que l'holotype, c'est le modèle, l'échantillon qu'on va utiliser pour étalonner une espèce et se dire ok, c'est à ça qu'elle ressemble, c'est ça, c'est son nom et tout. Et tant qu'on n'a pas ça, l'espèce n'existe pas, scientifiquement. De nos jours. Il est évident que notre monde cache encore beaucoup de mystères et notre inventaire des espèces vivantes sur notre planète est encore très incomplet. Plus de 2 millions d'espèces sont connues, mais il reste entre 10 et 100 millions d'espèces à découvrir. Nous n'en connaissons même pas la moitié. Oui, mais quand on sait que 85% des espèces animales sont des insectes, le Yeti, voilà, il perd en crédibilité. Le domaine de la cryptozoologie est très contesté, mais peut permettre d'accélérer le processus de découverte et de protéger des espèces qui sont peut-être déjà proches de l'extinction. Ce truc que nous a proposé Tofu Velu, merci encore, qui parle de la découverte d'une centaine d'espèces... ça, je l'avais pas vu, hein, on me l'a proposé ce soir. Une centaine d'espèces récemment découvertes. Donc, des images exceptionnelles, on va regarder ça. Hein. On va regarder ça. Des images, des vraies, des images exceptionnelles prises. Ils étaient partis cartographier les fonds marins au large du Chili, mais des scientifiques pourraient bien avoir découvert des dizaines de nouvelles espèces sous-marines. Poissons rouges tout droit sortis d'un dessin animé, coraux en spirale, éponges ou encore mollusques et crustacés, les chercheurs sont tombés sur un monde aussi mystérieux que fascinant. Nous avons pu observer plus de 150 espèces qui n'avaient pas été signalées dans la région et nous pensons que 100 d'entre elles, voire plus, sont c'est de fou, nouvelles c'est espèces incroyable. de la science. Nous avons vu notamment une forêt de coraux bambous qui avait probablement des milliers d'années. Nous avons également vu de nombreuses autres espèces de coraux dont l'âge est probablement aussi de l'ordre de plusieurs milliers d'années. Ok, c'est abusé ça. Le prélèvement de dizaines d'échantillons, des échantillons qui commencent tout juste à être analysés pour identifier les nouvelles espèces découvertes. Seule certitude pour l'instant, leur habitat est aujourd'hui vulnérable, la faute notamment au chalutage ou encore à l'exploitation minière en haute mer. Actuellement, souvent les mêmes problèmes. Seuls 5% des profondeurs océaniques ont été explorées. Ok, eh ben merci beaucoup Tofu Velu, c'est top. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Ça rejoint l'histoire du calamar géant dont je parlais aussi au début. Hein. Là, ils ont découvert des animaux par pur hasard parce qu'ils voulaient juste cartographier les fonds marins, alors que le calamar géant, la recherche de cet animal était volontaire. Mais au final, ils ont quand même réussi à découvrir des nouvelles espèces, et notamment à sensibiliser à la protection de leur environnement. Pardon. À la sensibilisation de leur environnement. Au final, est-ce que ça vaut la peine ou pas de vouer sa vie à ce genre de truc? Ben, ça se peut que oui. Ça se peut que oui, tant qu'on reste dans une démarche scientifique et en fait qu'on sache garder raison. Donc, tant qu'on ne sait pas garder raison, il vaut mieux éviter. Mais si c'est le cas, ben, ça permet de découvrir des choses incroyables. Quand bien même, si on découvre rien, au-delà de son utilité réelle, la cryptozoologie, ça reste un truc qui nous fait rêver. Ça reste un excellent carburant, je trouve, pour l'imaginaire. Donc il n'y a qu'à voir le subreddit cryptozoologie sur lequel je me suis bien amusé. Les éléments à retenir, je pense, c'est que la cryptozoologie reste une science controversée, voire une pseudo-science. Et franchement, j'insiste là-dessus. Hein. Elle est pratiquée principalement par des amateurs. Elle a aucun bagage crédible. Il n'y a pas d'université de cryptozoologie, il n'y a pas d'institut de cryptozoologie, ça n'existe pas. Et si on vous dit le contraire, c'est un mensonge. Néanmoins, j'ai l'impression que dans la majorité des cas,
c'est quelque chose qui ne fait de mal à personne. Au final, c'est ce qu'on peut retenir de cette semaine sur la cryptozoologie, de ces espèces de chasse aux monstres. Si ça permet de sensibiliser, si ça permet ne serait-ce que de protéger une seule espèce, moi je pense que c'est tout bénef pour tout le monde. On va faire une petite activité. Une activité sympa. J'ai pour ça un featuring qui va venir me rejoindre sur le live. Salut Numi, tu m'entends? Je t'entends. Ok, tu m'entends. Génial, extra. Comment vas-tu? Bien et tout. Comme je vous l'ai dit, on va faire une activité dessin. Moi, à l'origine, pour ceux qui ne le savent pas, je viens du monde de... C'est un grand mot, mais je viens du monde de l'art et j'apprécie particulièrement le dessin. Donc... avec Numi, qui pour le coup est une vraie artiste, elle, on a décidé de faire ce petit caméo. J'ai préparé un petit jeu, c'est un jeu de la casquette. C'est-à-dire que dedans, j'ai mis toute une série de cryptides, de petites descriptions sous forme de petits papiers. Je suis allé sur internet, sur un site qui répertorie les cryptides. Alors, il y en a des complètement barrés, il y en a des très réalistes, il y en a avec des grosses descriptions, il y en a avec des petites descriptions. J'ai essayé de restreindre pour qu'il n'y ait pas plus de 4 ou 5 lignes. Mais chacun de ces petits papiers décrit un cryptide. Numi, tu confirmeras que de ton côté, tu en as aussi. Dans ta musette, dans ta casquette. Et l'idée du jeu, c'est qu'on en tire un, chacun notre tour. Et Numi et moi, on aura 5 minutes pour dessiner ce cryptide. Je vais me confronter à une très très grande dessinatrice. Et du coup, on aura 5 minutes pour dessiner ce cryptide. Et puis après quoi, on comparera nos deux dessins, nos deux œuvres. On parlera un peu, je pense, de cryptozoologie pendant qu'on dessinera. Donc... Et on ira aussi se balader un peu sur internet pour voir. Moi, je ne connais pas du tout. J'ai pas du tout préparé en amont, justement, pour avoir la surprise puis pas me laisser influencer. Pour savoir à peu près à quoi ressemble l'idée générale qu'on se fait de ce cryptide sur internet. Donc on ira un peu voir sur Google aussi pour confirmer ou infirmer nos visions respectives. Tu le prends, tu le lis. Et une fois qu'on a les deux bien compris, je lance le chronomètre ici pour qu'on ait exactement 5 minutes chacun. Alors, premier papier, on a le Makalala. Le combien? Le quoi? Le Makalala. Le Makalala? Les indigènes d'Afrique centrale parlent d'un grand oiseau terrestre prédateur. Comme il a existé des oiseaux terrestres carnivores sur les continents américain et australien, il se peut qu'une espèce se soit développée en parallèle sur le continent africain. Et c'est tout? On n'a pas beaucoup de détails sur ce Ça donne pas beaucoup de détails, non? Mais ça nous laisse 5 minutes, si t'es prête. Ça me fait penser à ces oiseaux... Ouais, ces oiseaux... Je voyais ça à la télé à l'époque. Tu sais, qui sont venus après les dinosaures, ces oiseaux géants... Ouais, comment ça s'appelait? Je sais plus maintenant, mais... Ils vivaient en même temps que les tigres à dents de sabre, il me semble. Et du coup, ils avaient des grosses têtes et puis des gros becs. Dans Zotaikun. Ah bah ouais, c'est bien possible. Ouais. Mais dans le premier, j'ai joué... T'es une joueuse de Zotaikun? T'as pas joué à Zotaikun 2? Ah si, j'ai joué pratiquement que aux deux, même si je préférais le 1. Dans ma tête, ils avaient un peu cette gueule-là. Bon, au moins, on commence par un relativement facile, parce que ça nous laisse une idée assez précise quand même, parce qu'on a déjà vu de ces bestioles-là. Yes. Faut que j'arrête de dire ça joue, après les Français, ils vont partir, ils vont se dire « Oh, c'est quoi, c'est des private jokes de Suisse ?» Puis dans ma tête, il avait vraiment des grosses paluches comme ça. Alors, puis moi, je vais lui faire un petit cul comme ça. Il nous reste 1 minute, c'est juste le temps de lui faire un petit cul. Il reste 30 secondes. On dirait quoi, tu dis? Et 30 secondes, facile la couleur. Hop, la couleur alors. Alors, on va faire la couleur. On va trouver une belle couleur là. Ah, ah voilà, ça sonne, c'est trop tard. C'est trop tard, ok. Ça sonne, t'entends pas? Voilà nos deux Makala. Ah bah je suis très content de voir le tien aussi, du coup, Numi, extra. Ouais, tu l'as fait un peu plus gracieux que le mien. Le mien, il ressemble plus à un Pokémon, hein. C'est un peu ça la tronche qu'il leur donne. Ah, celui-là est extrêmement cool. Ah, celui-là, il ressemble vachement au tien, non? Mais je te garantis qu'il y en a un ou deux qui ressemblent au tien. Là, ils en ont fait un sur Encyclopedia of Cryptozoology. Ils en ont fait un qui ressemble beaucoup à un serpentaire. Et puis un autre qui ressemble un peu à un marabout, là. Ah, j'en ai un grand, moi. Vas-y. Le Ropen. Dans les îles au voisinage de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans l'archipel de Bismarck, on signale la présence d'un animal ressemblant beaucoup à un ptérosaure qui a un aspect effrayant, se nourrit de charognes et se comporte beaucoup comme un grand vautour.
On dit qu'il passe la journée dans des grottes marines et sort au crépuscule pour voler vers les terres. Quand ils quittent les grottes, ils sont illuminés d'une lueur verdâtre qui disparaît par la suite en cours de vol. Il se peut qu'ils se couvrent de bactéries luminescentes dans leurs antres qui tombent en pleine mer. Est-ce qu'on n'est pas un peu sur le boss du game là? Un ptérosaure qui brille dans la nuit. Ouais. C'est génial. Je vous ai dit, ça peut partir loin. Hein. Les cryptozoologues ont frappé. Mais let's go, qu'est-ce que t'en penses? On est parti pour 5 minutes? 5 minutes, ça joue? Ouais, il y a ça. Allez, on passe au deuxième. Alors, les dinosaures, c'est peut-être plus ton truc. Alors, les dinosaures, c'est complètement mon truc. Hein. Des infos utiles sur les ptérosaures. Alors, les ptérosaures, c'est les reptiles volants. Hein. C'est les pteranodons, ptérodactyles et compagnie. Ils avaient une très grande tête par rapport à leur... Bah, ça dépend lesquels. Hein. Ça dépendait lesquels. Il y en a qui avaient une très grande tête, effectivement, puis d'autres qui avaient une tête plutôt normale par rapport à leur corps. Mais là, je trouve que ce qui est cool, c'est qu'il dit qu'il est effrayant. Moi, je propose qu'on y fasse une espèce de sale tête comme ça. Alors, vous serez indulgents, hein, ceux qui nous regardent, c'est 5 minutes, quoi. Je pense qu'on peut se montrer un peu original. Hein. Non. On fait pas ça. Non, on fait pas de ça, nous, pas de ça chez nous. Ils ont dit qu'ils étaient couverts de bactéries, puis du coup, ils brillaient dans la nuit. Hein. Alors, redis-moi, c'est un ptérosaure qui brille dans la nuit, mais on avait d'autres informations importantes. Il se comportait comme un grand vautour, d'après ce qu'il disait. Il disait qu'il était effrayant, c'est tout. Ça fait peur. Ça fait peur! Il reste 45 secondes, mais je rajouterai 2 minutes, comme ça on a bien le temps de se concentrer. En fait, tu peux pour nous cadrer, mais... Ouais, je le laisse juste... Bah, c'était un peu l'idée, en fait. Je l'avais surtout mis pour nous cadrer, parce que je nous connais, si on se lance là-dedans, on peut y passer des heures, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est vraiment plus dans l'idée de nous cadrer un peu. Ouais, tout à fait. Puis il a bouffé un truc pas clair. Tu trouves? Ça va? On galère un petit peu avec le temps en partie. Ouais. C'est un petit peu comme si c'était un vrai métier. Non, dis pas des trucs aussi graves. Non, dis pas n'importe quoi, un vrai métier. C'est comme cryptozoologue. C'est des passionnés qui font ça sur leur temps libre. Bon, pour le coup... Je pense que nos parents, ils auraient préféré qu'on fasse de la cryptozoologie, c'est ça? Tu peux monter un business hein, avec la cryptozoologie. Hein. Ah, il est trop beau le tien. Termine gentiment ta couleur, moi je vais arriver au bout. Et puis je te propose qu'on passe gentiment au suivant. Bah, écoute, moi c'est bon aussi. C'est vrai? Ok, super. Alors, le Ropen. On va aller voir sur internet lequel de nous deux avait le plus ressemblant. Eh ben, ni l'un ni l'autre. Oula. Oh Dieu, DeviantArt est passé par là. Il y a quand même cette idée qui brille, hein. Un peu comme dans Avatar. Ah, il y en a qui l'ont dessiné plus comme un ptérodactyle. D'autres plus comme un serpent. Ah, celui-là, il est extrêmement cool. Mais grosso modo, t'étais quand même plus proche du compte, hein. Ok, d'accord. Donc celui-là aussi. On est tombé un peu sur les versions stylées, hein, jusque-là. Trop cool, le Ropen. Celui-là... ArtStation, pardon. C'est pas DeviantArt, c'est ArtStation. Bon, dis-moi comment il s'appelait. Le Ropen. R-O-P-E-N. Waouh, il y en a qui sont trop bien. Il y en a qui sont bien, hein. Les gens s'amusent, hein. Je pense qu'il a inspiré Rodan dans Godzilla. L'idée du ptérodactyle sous-marin qui sort à la surface après. Je pense. Ah ouais, c'est bien possible. En plus, ça ressemble Rodan, Ropen. Voilà, je tire le suivant. Yes, le Mgwa. M-N-G-W-A. M-N. G-W-A. Le Mngwa. Comment tu prononces ça? Eh ben le MNGwa. Évidemment. Enfin. On sait rien. Qui est un félin géant de la Tanzanie de la taille d'un âne. Il a un pelage gris avec des rayures noires descendant sur ses flancs et des taches sur la tête et sur le dos. On dit qu'il a des défenses comme chez les porcidés. Et il en existe des qui sont entièrement noirs. Excellent. T'es prête? Ça joue pour toi? Ça te va? C'est parti. Ok, let's go. Alors, un gros félin. Je vais faire autrement cette fois. Je vais partir d'une forme. Est-ce que t'as un cryptide préféré, toi? Est-ce que moi j'ai un cryptide préféré? Ah, c'est une très bonne question, ça, Numi. Et toi? Important.
pencher sur la question. J'ai pas encore choisi mon starter, c'est comme chez les Pokémon. Ouais, bah moi j'avoue que je suis un peu comme toi. J'y vois un côté très Pokémon dans la vraie vie en fait chez ces cryptides. Et ben, je t'avoue que jusque-là, moi j'aimais bien le monstre du Loch Ness parce que je suis un peu fan des dinosaures. Mais le Ropen qu'on a vu juste avant m'a bien parlé. Il a un peu ce côté, il vole et tout, enfin il brille dans la nuit. Je vois pas comment on ne pourrait pas tomber amoureux. Mais celui qu'on est en train de faire est extrêmement cool aussi, il me semble. Oups, je me suis trompé, ouais. C'est tout un exercice, n'est-ce pas? Absolument. C'est tout un exercice. Et des fois, les exercices, c'est compliqué. C'est très petit, j'ai traumatisme d'école d'art volontairement en live devant tout le monde. Non, on va pas saouler les gens avec ça. Arrête. Si le chat est pas content, ils ont qu'à nous le dire, hein, puis on enlèvera. On s'en fout, on lit pas. On s'en fout. Ah, moi je lis, hein, pour le coup je lis. Je lis tout le monde dans le chat, hein. Elle ment. C'est juste qu'il vous répond pas et du coup c'est pire. Puis ça, c'est le gars qui te met un vu là. Ah, purée, le vu. Le triste vu. Le triste vu. Je t'avoue que c'est clairement mon préféré jusqu'à présent. Je les ai un petit peu sélectionnés en fonction de leur loufoquerie. Ceux qui étaient les plus loufoques, je les ai choisis pour ça. Ah, encore une fois, le tien est vachement mieux, Nuit. Hein. Encore une fois, bravo. Hein. Le tien est top. Ce qu'il faut retenir de cette semaine de la cryptozoologie, c'est que attention à ce qu'on vous dit, attention aux témoignages. Ne gobez pas tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous raconte. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Et puis, à tout bientôt.